Désolé, je suis Bruno, un membre de l'Electrolab depuis 4 ou 5 mois et je suis apiculteur amateur ici à Rueil-Malmaison. Je possède 4 ruches. Voilà. Alors, commencer avec quelques informations sur la naissance d'une abeille. Donc vous voyez là que dans l'alvéole, la première alvéole, vous voyez, elle est vide, et c'est finalement important de le préciser ça, parce que il y a des ouvrières qui vont soigneusement nettoyer l'alvéole de façon à ce que le couvain puisse grandir dans des conditions d'asepsie, de propreté parfaite. Donc l'étape suivante, c'est la reine qui va déposer au fond de l'alvéole un tout petit œuf, et pendant quelques jours, pendant 2 ou 3 jours, le couvain sera au stade de larve, comme ça, et progressivement l'abeille va croître et les ouvrières vont lui apporter de la nourriture, en l'occurrence du pollen, hein, c'est l'aliment protéinique du couvain, et refermer. Vous le voyez là, l'ouvrière a refermé le sommet de l'alvéole de manière à ce que la gestation de l'abeille se passe correctement. Alors ça dure aux environs de 20 à 25 jours. Lorsque c'est une reine, c'est un peu plus court. Et donc l'ouvrière va sortir de sa cellule et va commencer son cycle d'abeilles ouvrières. Alors voilà ce qui se passe une fois que l'abeille est née. Elle va remplir différentes tâches au cours de son existence qui varient entre 40 jours, ça c'est au printemps, les abeilles du printemps, et jusqu'à 6 mois en hiver, où là elles font très peu de choses. En fait, c'est la survie du couvain pour faire la jonction avec la nouvelle saison. Alors, vous les voyez, c'est pas absolument rigoureux et ça peut dépendre de la période précisément. Si par exemple on est en période de butinage intense, ben la dernière phase, la phase ultime de la vie de l'abeille sera plus étendue. Au contraire, si on est au mois d'août où il y a beaucoup d'attaques de frelons asiatiques, ben la fonction dite surveillance de la ruche, là, qui est sur à peine 2 jours, au contraire, elle sera beaucoup plus étendue et beaucoup plus d'abeilles s'en occuperont, etc., etc. Donc l'abeille ouvrière naissante commence par une activité de nettoyage. Vous avez vu, hein, les cellules, elles vont gratter tout ce qu'il y a dedans, les cadavres sont évacués, les nuisibles également sont tués et évacués de la ruche. Voilà, c'est une grosse activité là des abeilles, des jeunes abeilles. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a en vert? Ah oui, c'est intéressant. C'est une autre mission de l'abeille ouvrière qui consiste à ventiler. Alors, la ventilation, c'est soit pour refroidir l'intérieur de la ruche, par exemple quand on est au mois de juillet et qu'il y a des phases dans la journée à 40 degrés, à l'intérieur de la ruche il fait encore beaucoup plus chaud, sachant que la température idéale de la ruche c'est aux environs de 35 degrés. Donc il faut la refroidir. Alors qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles prennent de l'eau. Elles vont chercher de l'eau et à l'intérieur de la ruche, en ventilant, en secouant leurs ailes, finalement elles font passer l'eau en phase vapeur et ça produit donc de la fraîcheur. Voilà. Alors vous avez vu que un peu plus tard, l'abeille devient architecte et maçonne, là, avec fabrication de la cire, parce que sur son abdomen, l'abeille a des cellules cirières, hein, elle se sert de ça, c'est vraiment elle qui produit cette cire pour bâtir des rayons, produire tout ça. Alors ensuite, on voit qu'il y a également le transfert de nectar, bon j'y reviendrai, mais les abeilles butineuses vont aller visiter les fleurs
et récupérer du nectar. Elles mettent ça dans leur jabot. Le jabot, c'est quelque chose qui est entre la bouche et l'estomac de l'abeille. Et dans ce jabot, il y a un malaxage du nectar dans lequel l'abeille rajoute des enzymes. Une fois que la butineuse revient à la ruche, en fait, elle ne dépose pas son nectar légèrement transformé par les enzymes directement dans une cellule, elle la transmet en bouche à ces abeilles qui sont à l'intérieur et qui sont chargées d'encore enrichir. Elle se le passe plusieurs fois avant vraiment de le stocker. Ce phénomène, il a un nom, ça s'appelle la trophalaxie. Voilà. Les abeilles se passent en bouche à bouche le nectar qu'ont récupéré les butineuses. Et donc vous voyez le stade ultime là de l'abeille adulte qui marquera la fin de son existence, c'est d'aller chercher de la ressource. Laquelle ressource est soit essentiellement soit du pollen, soit du nectar. Pardon. Alors, il y a un petit schéma un peu amusant là pour montrer voilà, toute la population, le genre de population d'une ruche. En réalité, ça se concentre sur 3 castes. Une caste, finalement, c'est un ensemble d'individus qui ont les mêmes caractéristiques physiologiques et morphologiques. Alors, la première caste, on va dire, c'est la reine, qui est la seule qui est en capacité de pondre des abeilles femelles, des ouvrières. Par ses phéromones, elle engage toute une communication avec le reste des ouvrières, de manière à bloquer, par exemple, de l'accumulation de ressources, si, par exemple, elle n'est pas en capacité de pondre suffisamment, ou enfin, un ensemble de messages. C'est un peu le chef d'orchestre de la ruche. Ensuite, il y a... Alors, j'en ai mis ensuite 3 et 3, 6 et 2, 8. En réalité, c'est les 7 missions des ouvrières. Ça, c'est la deuxième caste, la plus nombreuse. Comme vous le voyez, là, on en a facilement entre 40 et 60 000 par ruche. Ça, c'est au pic de la saison. C'est vraiment... Et ces abeilles, donc... il y a une répartition des tâches, c'est la division même du travail en réalité. Chacune, selon quasiment la période de sa vie, va pratiquer ces différentes missions, ces différents métiers. Donc une seule reine. Et enfin, les abeilles de sexe mâle, on appelle ça aussi des faux bourdons. Ils sont là pour une et une seule fonction, assurer la reproduction, l'insémination de la jeune reine, parce que quand une reine va naître, elle est vierge, elle a tout le système physiologique lui permettant de devenir une super pondeuse, parce qu'elle ne fera que ça pendant son existence, pondre des œufs à l'intérieur de la ruche. Et donc, les faux bourdons sont là pour, au cours de vols nuptiaux, inséminer la reine et la rendre féconde. Voilà. Alors il y en a beaucoup, beaucoup moins, parce qu'ils ne sont là que pour manger de la ressource. Aller dans les zones de vol et d'accouplement avec les reines. Et donc dès qu'on passe un certain moment dans l'année, en fait ils sont chassés de la ruche, voire tués par les abeilles ouvrières, puisqu'ils deviennent une gêne. Voilà. Alors je vous ai marqué également que si on rapporte la production annuelle de miel à l'abeille, voilà, une abeille dans son existence produira seulement 0,2 g de miel, c'est quand même très peu. Voilà. La production moyenne d'une ruche, c'est aux environs de 23 kg de miel annuellement. Alors, le produit le mieux connu de l'apiculture, c'est le miel. Alors, je vous ai ici montré sa composition.
voyez qu'il est essentiellement composé de sucre, des sucres, des monosaccharides et des polysaccharides, des sucres plus ou moins complexes. Hein, vous voyez qu'il y en a en tout, finalement, aux alentours de 80%. Le deuxième composant en volume, c'est de l'eau. C'est voilà, 20%, mais ça peut descendre jusqu'à 15%. Et vous voyez qu'il y a environ 1% d'éléments mineurs. Alors, ces éléments mineurs, ils sont porteurs de toute la valeur organoleptique du miel, ainsi que sa valeur nutritionnelle. C'est assez impressionnant, hein. Et vous dites seulement il y a 1%, mais regardez, le vin, c'est exactement, enfin, c'est pas tout à fait les mêmes composants, hein, mais entre l'eau et quand on enlève l'eau et l'alcool, il reste que 1% qui fait toute la palette aromatique et gustative du vin. C'est contenu, tout ça, dans 1%. Eh bien, pour le miel, c'est exactement la même chose. Donc voilà, les éléments en question, ce sont des acides, alors en particulier des acides aminés. Les acides aminés, hein, il faut savoir que le corps humain ne sait pas les fabriquer. C'est forcément des apports. On ne peut les acquérir qu'en toute petite quantité. Donc ils sont très précieux. Il y a des minéraux, des vitamines, évidemment les arômes qui sont liés à l'origine végétale du nectar, des lipides et puis des éléments figurés. Alors il va y avoir un peu de mélange de pollen parce que quand une abeille visite une fleur pour récupérer du nectar, finalement, elle ramasse aussi un peu de pollen, ce qui fait qu'il s'y mêle un peu de pollen, et c'est tant mieux, ça enrichit la valeur du produit. Il y avait quelque chose que je voulais vous dire. Vous voyez, dans les sucres, hein, qui sont très majoritaires, vous voyez, on voit là, ici, on nous donne, c'est quelque chose de moyen, hein, ça peut varier d'un miel à l'autre, 31% de glucose et 38% de fructose. Alors, vous voyez qu'il y a plus de fructose que de glucose. Alors la présence du fructose dans le miel, elle est très intéressante parce que le fructose, il a ses qualités, c'est qu'il a un pouvoir sucrant très supérieur à celui du glucose ou des autres sucres dits industriels. Ce qui fait que pour une même impression gustative, vous aurez besoin finalement de moins de miel, de consommer moins de miel que de sucre classique. Et le deuxième intérêt du fructose, c'est qu'il a un index glycémique très faible, notamment par rapport au saccharose. Je crois que c'est du 0, je crois que c'est 0,3 l'index glycémique du fructose, alors que la référence qui est le saccharose c'est 1 et le glucose c'est même encore plus élevé, c'est au-dessus de 1. Alors quel est l'intérêt de cet index glycémique qui est très bas? C'est qu'il ne va pas provoquer de pic d'insuline, et ça va être très intéressant pour les diabétiques, puisque finalement, dans son ingestion et dans son transport vers le foie, eh bien, il n'a pas nécessité de faire monter le taux d'insuline. Alors, au passage, pardon? Bien sûr. Tu mets composition type du miel. On voit dans les commerces plein de types de miel, acacia, etc., etc. Est-ce qu'il y a des grosses variations sur la composition ou est-ce que c'est moindre Alors, d'un miel à l'autre donc? Si on parle toujours de miel authentique, tous ces miels ont une raison d'être. Effectivement, c'est ce que je vous disais pour le vin, vous avez tous les cépages, tous les terroirs qui donnent vraiment leur typicité à chaque vin. Et ben c'est pareil pour le miel. C'est sûr qu'un miel d'acacia, il aura un goût très différent d'un miel de sapin.
Et un miel, quand on parle de miel toute fleur, c'est en particulier le mien, c'est simplement parce qu'il a moins de 70% d'une seule variété végétale. Mais c'est très intéressant les miels toute fleur parce qu'il n'y en a pas un qui soit pareil que les autres. Alors sinon, c'est essentiellement donc c'est sur les arômes et les arômes du miel que ça va se jouer justement, ces miels d'appellation florale particuliers. Parce que sinon, au niveau des sucres, il y a de la variation également, hein, mais c'est pas sensible au goût. Ça sera sensible sur les valeurs nutritionnelles. Ça répond à Oui, votre question. de manière concrète, par exemple, est-ce qu'on peut être tenté de se tourner vers un miel où on sait qu'il n'y a que 20% de glucose pour 50% de fructose? Est-ce que c'est le genre de choses qui existent, des différences nutritionnelles importantes et donc qui orientent le choix que l'on fait derrière? Ou la production d'ailleurs, puisque peut-être que toi, dans ta production, des apiculteurs peuvent choisir d'avoir plus de fructose, moins de glucose ou plus de minéraux, par exemple. C'est tout à fait possible de choisir un miel pour sa haute teneur en fructose. Ils n'ont pas tous la même teneur. Vous verrez un peu plus tard dans la fiche d'analyse de mon miel, il y a une donnée caractéristique du labo qu'il a analysé qui est le rapport justement entre le fructose et le glucose. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Mais vous voyez que là, ce n'est pas en achetant du miel de lavande que vous serez sûr que, par exemple, si c'est d'avoir un taux de fructose élevé, vous l'aurez. En fait, il faut l'analyse véritablement par un labo pour le savoir. Voilà. J'ai une question par rapport au pourcentage d'eau. Oui. Ça joue sur la qualité du miel ou non? Parce qu'on dit si souvent inférieur à 18% c'est meilleur, supérieur à 18% ça va. Ça c'est une question qui me plaît. Alors voilà, il ne faut surtout pas qu'il y ait plus que 20% d'eau. Alors pourquoi il ne faut pas? Parce que ça va faire moisir le miel s'il y a trop d'eau. Comment il peut y avoir trop d'eau? Eh ben, c'est parce que, alors j'y viendrai plus tard, c'est parce que vous avez triché et que vous avez rajouté du sirop à base de sucre industriel. Bon, je garde ça pour la suite. Mais ça peut aussi se passer sur un miel parfaitement authentique qui a été récolté trop tôt. Parce que qu'est-ce que font les abeilles? Elles récupèrent ce nectar qui est encore assez humide et puis elles vont l'assécher. Les ventileuses, là, elles sont là aussi pour assécher le miel, enfin l'assécher. Elles savent à quel degré d'hygrométrie parfait pour la conservation il faut amener le miel. D'accord? Et c'est largement en dessous de 20%. Pour vous dire, quand vous faites un concours de miel, si votre miel, le miel que vous présentez au concours, il est à plus de 18% d'eau, vous êtes éliminé. Un miel de qualité, il se situe entre 15 et 18%. Et ça, les abeilles savent le faire. Alors l'être humain aussi, il sait le faire. Il suffit de chauffer le miel et puis de l'amener, donc de le faire évaporer, mais en l'évaporant, on évapore aussi des choses extrêmement précieuses sur le plan nutritionnel. Voilà. Donc la nature sait très bien travailler et quand c'est un miel de qualité qu'on a laissé le temps aux abeilles de l'amener à la bonne hygrométrie, il se situe entre 15 et 18% d'eau. Je poursuis. Alors je vous ai parlé du miel parce que c'est vraiment la production emblématique de l'abeille. Mais finalement, l'abeille, elle sait produire d'autres choses extrêmement intéressantes. Vous voyez, au-delà du miel qui est représenté ici, vous avez du pollen. Le pollen, c'est l'alimentation, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation du couvain.
alors que le miel, ce sera l'alimentation des abeilles adultes. D'accord ? Et le pollen, il est très intéressant pour nous autres, êtres humains. Moi, j'en récolte, hein, j'y viendrai là, tout à l'heure avec ce dispositif, parce qu'il a des tas de qualités. C'est quand même le meilleur de la fleur, quoi. Ensuite, la troisième petite photo là, que l'on voit, hein, ça s'appelle de la propolis. Alors qu'est-ce que c'est la propolis? C'est finalement de la sève prélevée par les abeilles, la sève prélevée sur les bourgeons notamment des arbres, et qu'elles ramènent à l'intérieur, et ça leur permet de calfeutrer tous les interstices de la ruche, toutes les fuites, les petites fuites qu'il peut y avoir. Elles cherchent à coller absolument tout ce qui peut être collé. Ça permet de lutter aussi contre les acariens, contre les attaques microbiennes. Et ça a aussi des vertus médicinales, hein, notamment sur des maladies cutanées, mais pas seulement. Enfin, bon. C'est un peu compliqué à produire, hein, la liqueur de propolis. Moi, je m'y essaye depuis la saison dernière. Là, je vais reprendre ça, là. J'espère bien y arriver. Ça, c'est vraiment ce que les abeilles produisent à partir d'éléments externes à la ruche. Et puis, de leur propre corps, elles arrivent, je vous ai parlé des glandes cirières, hein, c'est la cire d'abeille, hein, avec laquelle on peut, par exemple, hein, faire des super bougies. La cire d'abeille, c'est la seule qui, lorsque on fait brûler la bougie, n'émet pas de fumée. C'est la seule. Sinon, c'est des hydrocarbures ou alors du à base de maïs, enfin, etc. Mais ça fera de la fumée. Celle-là, c'est la meilleure. Et puis, il y a d'autres usages, hein, de la cire. Alors, la deuxième image, là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle c'est un peu grossi, c'est des cellules royales. Hein. Ces deux cellules royales, là, qui ont été coupées. Vous voyez finalement la larve là, de ce qui allait être une future reine. Et autour, elle baigne dans un liquide, dans une substance blanche. C'est ça, la gelée royale. C'est assez compliqué à récupérer. Hein, il faut faire des manipulations assez complexes là, pour obliger les ouvrières à créer des cellules royales et y mettre de la gelée royale. Alors là, ça a d'énormes qualités. Hein, c'est très riche en protéines, en acides aminés. Ouais. J'ai une question par rapport à la cire. Oui. On voit des méthodes aujourd'hui où on utilise une cire artificielle. Un amorçage. Un amorçage. On fournit la feuille, elle est prête. Il y a les abeilles qui viennent et commencent à nettoyer direct. Alors normalement, la cire qu'on utilise pour créer un cadre de ruche, la partie initiale, hein, le substrat là, d'amorçage, c'est de la cire d'abeille. Hein. C'est pas artificiel. Non, à ma connaissance, c'est pas de la cire artificielle parce que sinon, ça ferait un intrant. Non, je pense que c'est de la cire. Et on fait quand même ça à base de cire d'abeille. Oui, j'y réfléchis, mais oui. Merci. C'est une utilisation de la cire. Hein. Je crois qu'il y en a d'autres. Là, elles ne me viennent pas. Mais on arrive à faire d'autres choses avec de la cire. Nous, par exemple, on la récupère à la fin de la saison, toute la cire de désoperculation, là, on la récupère pour faire quelques bougies. Voilà. Alors, la sixième production de l'abeille, c'est beaucoup moins connu, c'est son venin. Oui. Alors c'est très désagréable, hein, c'est pas dangereux, mais c'est très désagréable de se faire piquer par une abeille. Mais le venin a des vertus thérapeutiques, hein, on appelle ça même l'apithérapie.
C'est-à-dire qu'on utilise même des abeilles vivantes pour ça sur des patients atteints de maladies neurologiques, d'encéphalopathie et notamment avec beaucoup de succès sur de la sclérose en plaques. Et il y a des témoignages de patients à qui ça a changé la vie, le traitement par piqûre d'abeilles. Bon, c'est plutôt confidentiel parce que c'est quand même quelque chose de traumatisant, hein. Une séance, c'est se faire piquer 20 fois environ par des abeilles vivantes. C'est traumatisant physiquement, psychologiquement, puis c'est quand même rude pour les abeilles, hein. Mais ça a des résultats exceptionnels. Alors, comment s'y prend l'abeille pour récupérer ses ressources de type pollinique, hein, la nourriture du couvain, et nectar, qui va donner naissance au miel. Alors, on voit là un exemple de fleurs d'abricot, et tout se passe au niveau, là, vous voyez, des étamines, ce qu'on appelle les étamines, et plus précisément les anthères, là, le sommet des étamines, où se trouvent des cellules mâles de pollen. C'est des cellules mâles. L'abeille, lorsqu'elle va visiter la fleur, va engranger beaucoup de ces cellules de pollen, et au passage, là, dans tout sa circulation sur le sommet de la fleur, eh bien, elle va déposer, sans volonté particulière, mais elle va déposer du pollen sur le sommet ce qu'on appelle le style, là, le pistil, qui est formé du style et du stigmate. Ces cellules de pollen vont être déposées là-dessus, et il va falloir que ce pollen germe. C'est dans l'image qui est à droite, là, un peu grossie. Il faut que ces cellules de pollen germent pour qu'elles puissent ensuite se diriger vers le bas, vers le cœur de la fleur, là, le cœur du pistil, pour inséminer l'ovule. Et ça donnera donc soit un fruit si c'est une fleur d'arbre fruitier, soit une fleur, ça va l'amener à se développer encore plus. Et la graine de la fleur en question. Alors, les zones, alors ça c'est pour pour collecter la partie pollen. Mais ce que va faire l'abeille, c'est qu'elle va savoir qu'au cœur du pistil, là, il y a un tissu nectarifère qui est l'origine du miel, hein, c'est de l'eau avec du sucre. Et donc elle va, avec une trompe là, elle va pomper ce tissu. Alors on pourrait croire, moi je l'ai découvert en préparant ces conférences-là, on pourrait croire que ce tissu nectarifère, c'est quelque chose qui permet à la plante de se développer et de produire un fruit. Eh bien écoutez, pas du tout. C'est une sorte de piège, enfin ça sert à attirer les insectes pollinisateurs de manière à ce que ça développe la pollinisation des plantes. C'est quand même incroyable, je trouve. Voilà. Hein, ce liquide, il est fait pour attirer les insectes pollinisateurs. Alors voilà les ouvrières au travail. Et cette planche-là, c'était pour vous parler de toutes les menaces, tous les dangers finalement auxquels les abeilles sont soumises. Alors, en premier lieu, il y a les pesticides, là, les néonicotinoïdes. Ces produits sont là dans les grandes productions céréalières notamment, hein, pour éliminer au maximum tout genre, une bonne partie de la biodiversité et accroître la productivité de ces cultures. Alors évidemment, c'est redoutable pour les abeilles, hein. Ça les tue quand elles viennent visiter les fleurs dans ces cultures. Et puis si jamais elles ont pu retourner à la ruche, elles vont transmettre ces insecticides à l'intérieur de la ruche. Donc c'est
C'est la fin de la ruche en question. Alors, il faut savoir que l'Union européenne a autorisé l'usage, alors c'est quand même réglementé, hein, jusqu'en 2033. Et alors en France, on s'était dit, non, ça vraiment, ça fait des ravages. Donc on les a interdits en 2018. Eh bien, l'an dernier, il y a une loi qui est passée et on les a réautorisés. C'est la, comment dirais-je, c'est le conflit entre bon, la production, enfin l'enjeu de production de céréales et puis la biodiversité et notamment l'apiculture. Alors un deuxième type de menace pour l'abeille, c'est les changements climatiques. Allez. J'avais d'ailleurs un apiculteur qui m'avait expliqué que le miel de campagne plus pollué que le miel de ville, et paradoxalement le miel de ville est à la fois plus riche parce qu'il y a une composition florale plus variée, parce qu'on n'a pas de monoculture, et en même temps on a moins d'insecticides en ville et la pollution atmosphérique joue moins que la pollution des sols. Donc le miel des villes est étonnant. Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus. Ben, je confirme complètement. Dans ce malheur, ce malheur de l'utilisation des pesticides, là, l'apiculture urbaine est préservée parce que il n'y a aucune raison, non seulement il n'y a aucune raison, mais c'est totalement interdit d'utiliser des insecticides en milieu urbain. Donc elles en sont préservées de ce point de vue-là. Ensuite, la richesse, ça peut se discuter. Hein. Vous ne ferez pas du miel de sapin dans une ville. Enfin, je parle de miel de sapin, mais ça pourrait être d'autres espèces. Hein. Bon. Mais le miel toute fleur, je vous l'ai dit, il est très très intéressant parce qu'il n'y en a pas de pareil. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Oui, il y a quand même un bémol sur ces pesticides. Je ne vais pas creuser le sujet, hein, mais je pense que dans la Creuse, par exemple, ça a beau ne pas être un milieu urbain, je pense qu'il y a peu d'utilisation de pesticides. Ça peut varier, hein, je pense, selon la zone de ressources, hein, l'utilisation des pesticides. Je crois que c'est... J'y connais pas grand-chose, hein, mais je pense que c'est plus adapté à des grandes surfaces céréalières, maïs, blé, etc. Bon, alors voilà, colza en particulier. Carte officielle pour ceux que ça Ah oui. Donc on peut voir les zones. Et je donne la source de cette personne qui m'avait. Ah oui. Alors je continue sur le changement, enfin le dérèglement plutôt. Parlons de dérèglement climatique, hein, on est tous au courant, hein, des vagues de chaleur intenses qui vont dessécher les plantes, qui vont surchauffer les ruches, qui vont rendre les sols arides. Vous allez avoir des périodes de vent particulièrement intenses qui vont, c'est pareil, délaver les pollens et les fleurs. Des pluies qui, de la même façon, hein, quand il pleut fort, les abeilles, elles restent à l'intérieur de la ruche, hein, elles ne peuvent rien faire. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens pour la filière apicole. Un troisième type de nuisances, hein, c'est des nuisances, on va dire qu'elles sont naturelles. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est le frelon asiatique, hein, c'est une énorme menace pour les abeilles. Hein, il a été introduit accidentellement, hein, il vient d'Asie, il vient, paraît-il, de Chine. Donc il adore manger les abeilles et c'est redoutable. Il y a un pic, en tout cas chez nous, là, en apiculture urbaine,
qui est entre août et septembre. Enfin, c'est horrible, quoi. Il faut sans cesse être là pour les chasser de l'accès à l'entrée de la ruche, hein. Sinon, elle vous décime, les frelons asiatiques déciment facilement les ruches, quoi. C'est terrible, hein. En Alsace. Oui, et puis généralement, les ruches sont installées plutôt dans un champ, et loin de l'habitation. Donc l'apiculteur, il vient pas si régulièrement que ça. Et alors là, les frelons asiatiques, ils s'en donnent à cœur joie, hein. Alors, un autre type qui est très très préoccupant pour l'apiculteur, c'est ce qu'on appelle le varroa. Vous voyez, il y a une petite loupe là, c'est pas plus gros que le corps d'une puce, hein. Ça mesure 1 mm de long et ça pompe l'hémolymphe de l'abeille. Hein, l'hémolymphe, c'est ce qui fait circuler tout ce qui est énergie à l'intérieur du corps de l'abeille. Et donc petit à petit, ça épuise des abeilles. Les abeilles vont le déposer ensuite dans le couvain et ça se généralise à l'intérieur de la ruche et ça va jusqu'à donc la mort de la ruche, de la colonie. En haut à droite, là, alors c'est une image, mais il y a quantité comment dirais-je, d'acariens de type loque. Il y a la loque américaine, je crois qu'il y a la loque européenne aussi. Il y a la teigne. Enfin, il y a divers insectes absolument redoutables qui, lorsqu'ils arrivent à envahir l'intérieur de la ruche, eh bien, mènent à sa fin. Et puis, je n'ai pas mis des images, hein, mais si on monte là dans l'ordre des animaux, là, vous avez les rongeurs, vous avez certains oiseaux, des serpents même, jusqu'aux ours. Les ours, ils vous détruisent une ruche, il n'y en a plus. Alors enfin, par un effet, une répercussion, eh bien, il y a le faux miel. Le faux miel qui vient mettre en difficulté la filière apicole, celle qui est authentique. Hein, c'est-à-dire que quand on a des miels trafiqués, ils sont vendus beaucoup, beaucoup moins cher que les vrais miels. Et du coup, les apiculteurs, n'arrivant plus à vivre, eh ben, réduisent leur nombre de ruches, voire arrêtent leur activité. Et ça fait réduire énormément le nombre d'abeilles, parce que quand on parle d'abeilles qui sont des pollinisateurs, en fait, c'est des abeilles domestiques. C'est des abeilles qui font partie de la filière apicole. Alors cette planche, on ne le voit pas vraiment, mais mes sources, hein, c'est la Direction générale des fraudes. Hein, voyez, on voit que finalement, la planche date peut-être un tout petit peu, hein, mais entre 2015 et 2005, il y a eu une réduction de 33% de la production de miel, de vrai miel. Bon, ça reste à bien définir ce que c'est que le vrai miel, mais il y a eu un énorme déclin quand même de la production de miel et du coup ça se répercute sur une réduction du nombre de colonies. Alors là on semble voir que c'est le fait des pesticides, mais il n'y a pas que ça, hein. Et le principal agent de cette réduction-là de la production en France, en fait, c'est la concurrence de ce fameux, ce qu'on appelle du miel venant de Chine. Vous voyez, la dernière image, là, une partie du miel chinois est frelatée, c'est très diplomatique, hein, d'écrire. Moi, j'hésite pas ici, ce soir, à dire que le miel chinois est un miel synthétique. Il n'y a jamais eu la moindre abeille qui est rentrée dans la production de miel chinois. Vous voyez, à l'appui de ça, vous avez ici là, cette planche qui vous montre le prix moyen d'importation. Hein. C'est l'importation, c'est-à-dire qu'il a subi déjà des taxes, il a été transporté par bateau, ce faux miel. Vous vous rendez compte, à 1,29 € du kilo, mais c'est insensé. Aucune abeille n'est rentrée dans la fabrication de ce miel. Alors, en plus, comment font-ils nos amis chinois là, pour importer ce miel ? Je signale au passage que vous ne verrez jamais,
que quelqu'un me le dise s'il a jamais vu un pot de miel sur lequel il y avait marqué que la provenance était de Chine. Il se cache, ce miel. Il se cache, en fait, il passe par des pays tiers pour faire disparaître la notion de Chine, premièrement, et ensuite, pour nous, Européens, enfin, on va parler pour nous, Français, comment fait-il? Il arrive en Europe par quelques endroits qui sont un peu passoires, plus particulièrement, il y a l'Ukraine et l'Espagne. C'est deux points d'entrée, puis d'autres pays comme la Slovaquie, comme la Roumanie. On n'est pas très regardant sur les entrées de miel. Alors une fois que c'est dans l'Union européenne, là, les douanes, les contrôles aux douanes sont très nettement relâchés, voire n'existent pas. Et là, il y a des industriels français qui achètent ce miel synthétique, le mettent en pot en France, mettre des étiquettes où tout paraît très français, très prometteur, produit en France, etc., dans un coin reculé de nos régions, là, et c'est mis comme ça en vente, en concurrence du vrai miel. Une question. Je crois qu'il y a une loi en Europe qui autorise l'ajout du sirop à hauteur de 10% dans le miel. Donc c'est pas toujours un miel 100%. Voilà. Et pourquoi ça? Parce que les 10% ne sont pas détectables, je crois, quand on fait les analyses. Voilà, on joue sur la non-détectabilité. Voilà, Les Espagnols, ils le font à fond, 10%. Et alors, en plus, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie demande de la part des consommateurs de miel en France, et l'apiculture n'arrive pas à la satisfaire. Du coup, on la complète avec ce miel, ce faux miel, pour arriver à satisfaire la demande et en plus avoir avec un effet prix qui paraît intéressant, mais qui est en fait simplement une fraude. Hein. Vous voyez, je vous ai mis dans la planche suivante, oui, voilà, les principaux types de fraude. Pardon. J'ai cru comprendre pour l'origine du miel qu'il ne fallait pas regarder l'étiquette, bien sûr, mais le code produit, et au début du code produit, il y a les 3 premières lettres du pays d'importation. On va trouver ARG pour Argentine, par exemple, et dès lors que ce n'est pas français, il y a de très très grandes chances pour que ça ait été coupé avec du miel chinois, là où normalement le miel franc noté FRA est moins coupé ou a très peu de coupe, parce que ce code dit le lieu de mélange, je crois. En tout cas, ça peut donner une indication, ce code, si c'est marqué Argentine ou Vietnam aussi, ça existe, ou Canada, c'est que c'est pas des gros pays producteurs, donc voilà. Vous allez voir, je vais y venir. Super, trop bien. Juste après cette planche, je crois. Alors, je cite là les différents types de fraudes possibles. Alors, celui qui me plaît le plus, c'est le miel chinois, là, synthétique. Pour moi, il est à 100% synthétique. Hein. C'est-à-dire qu'on prend de l'eau, du sucre industriel, c'est-à-dire que les effets du fructose et du glucose, il n'y en a pas. Hein. C'est essentiellement du saccharose ou du glucose. Donc il y a tromperie nutritionnelle, hein, au passage, et puis vous rajoutez des arômes synthétiques issus de la pétrochimie et des colorants, et vous faites un produit qui trompe le consommateur. Alors ça c'est le miel synthétique. J'ai entendu parler dans certains pays qui justement font face au changement climatique, là où il fait trop chaud et où la floraison se passe mal. Eh bien, les apiculteurs, pour survivre, ils mettent des bacs de sirop à proximité directe de la ruche, et les abeilles font un miel totalement déclassé, mais enfin, elles font quand même un miel à partir de ce sirop de glucose. Alors les miels déclassés, alors quand on a complètement raté son affaire et qu'il a tendance à moisir, on peut le mélanger avec du vrai miel et puis remettre ça en pot et on arrive à maquiller le défaut. Ajout de sirop de sucre au miel, là, monsieur, vous en parliez, là, autorisé à 10%, enfin ça paraît incroyable, mais je ne connaissais pas. Alors le miel récolté humide, déshydraté par chauffage, il faut quand même savoir que quand vous avez une appellation florale,
par exemple miel de lavande, l'apiculteur il va déplacer ses ruches sur un champ de lavande et pendant la période très précise de floraison de la lavande, il va faire bosser ses abeilles à fond. Et dès qu'elles auront terminé, dès que les fleurs commenceront à se faner, il va falloir qu'ils récoltent. Il ne va pas laisser aux abeilles le temps de déshydrater correctement le miel. Il y a beaucoup de miels monofloraux, ça paraît très intéressant sur le papier, qui sont en fait, qui ont des besoins de déshumidification artificielle, notamment par chauffage. Alors, on peut le faire correctement, mais ce n'est pas naturel et il va s'évaporer des substances très intéressantes dans cette phase. Et puis, les fausses appellations, c'est de tricher sur l'étiquette ou au niveau de l'origine géographique monoflorale. C'est presque secondaire. Alors, voilà, je viens là à ce que vous disiez. Là, bon, je donne 2-3 conseils pour éviter le faux miel. Vous voyez, là, j'en fais sa publicité. Là, j'ai recherché un petit peu. Là, c'est le miel Maribel. Il est vendu chez Lidl. Le pot de 500 grammes, il est en dessous de 5 €. Et vous voyez, si vous vous intéressez un peu plus au dos du pot, là, vous avez effectivement cette impression-là qui vous montre l'origine. Enfin, ça doit être obligatoire, je ne connais pas tout. Et là, vous voyez le grossissement, là, alors vous avez droit à de l'origine. Alors, on ne sait pas à quel pourcentage, ça vient d'Argentine, c'est le code ISO du pays Cuba. Vous imaginez un peu aller chercher du miel à Cuba. Enfin, il faut le faire, hein. CZ, c'est la République tchèque, ES, c'est Espagne, mais ça fait partie des passoires là, du miel synthétique grec. MX, c'est pour Mexique. Non, mais ça défie l'entendement. TH, c'est pour Thaïlande. Ouais, du miel de Thaïlande. Voilà. Bon. Alors, un autre conseil qu'on peut donner, c'est, il n'est pas complètement sûr, mais c'est de s'appuyer sur des labels. Alors les labels, qu'est-ce que c'est, hein, vous le connaissez certainement, l'agriculture biologique, c'est surtout des cahiers des charges en réalité. Et c'est pas forcément hyper sûr que le miel sera de qualité. Mais déjà, vous aurez par exemple sur les AOC, les IGP, vous aurez quand même une assurance que l'origine géographique est authentique. Bruno, enfin, il y a une petite question sur Twitch qui retransmet, relaie une information qui serait d'Albert Einstein qui dit que si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Alors, dans une première version de cette présentation, il se trouve que je l'avais citée, cette phrase, et puis en discutant, en recherchant, en vérifiant, en réalité, je ne sais pas, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle les fake news, c'est-à-dire que c'est complètement fabriqué, complètement inventé. Einstein, paraît-il, ne s'est pas du tout intéressé aux abeilles, et on lui prête cette phrase comme ça a valeur de parole d'expert, mais c'est totalement faux. Enfin, en tout cas, l'auteur de cette phrase. Et ensuite, je ne sais pas moi, il y a peut-être des gens qui se sont penchés sur la question pour se dire que voilà, il n'y aurait que 4 ans d'existence aux humains sur la Terre si on faisait disparaître les abeilles. Je crois qu'il faut. Je crois que même cette assertion est fausse dans le sens où il y aurait 2 insectes pollinisateurs qui prendraient le relais. Enfin bon. Pardon ? Si l'abeille disparaissait, il n'y aurait pas 4 ans à l'humanité pour survivre. Non. D'autres insectes pollinisateurs prendraient le relais. Voilà. Il y aurait aussi ça, puis on trouverait peut-être des solutions palliatives. Hein. Voilà. Merci. Dans les pollinisateurs, hein, il y a quantité d'autres insectes que les abeilles, et puis il y a un élément pollinisateur naturel hein, qui est le vent également. Hein. Voilà, les abeilles ne sont pas les seules responsables de la pollinisation des fleurs.
Si quelqu'un a le numéro d'Albert Einstein, on peut l'inviter pour un contradictoire éventuellement. Voilà, alors, c'est un peu connu, c'est des tests, bon, ils valent ce qu'ils valent parce que, en fait, vous pouvez faire ces tests véritablement que sur des miels liquides. Or, tous les miels ne sont pas liquides. Bon, en imaginant que vous ayez un miel liquide et un miel authentique, voyez, le faux miel, en fait, il va se dissoudre très rapidement dans l'eau. Il y a le test du pouce qu'on peut aussi faire sur un buvard ou un sopalin. Le faux miel, en fait, il va tout de suite se répandre liquéfié, alors que le vrai miel, il va rester beaucoup plus compact. Et puis le test de la flamme, je ne connaissais pas, mais voilà. Le vrai miel brûle facilement et pas le faux, paraît-il, mais ce n'est pas idéal. Il y a des pratiques, aujourd'hui, on prend le miel, on le malaxe. C'est du vrai miel, Oui. on malaxe et que ça devient liquide. Oui, oui. Ça risque de nous induire en erreur, de fausser le test. Oui, je sais que oui, en malaxant le miel, on passe à un miel qui est plus liquide. Je crois que ça ne le dégrade pas. Je crois que ça ne le dégrade pas. Ok. Voilà. Mais un miel, par exemple, le miel de colza, qui est plutôt solide, hein, si vous le malaxez, vous allez le rendre plus souple, hein, en texture, mais vous n'en ferez pas un miel liquide. Vous voyez, par exemple, voilà, ce miel-là, il est vraiment liquide. Je ne sais pas si vous voyez, et il reste liquide celui-là. Hein. Il ne cristallise pas, parce qu'il y a des miels qui cristallisent au cours du temps. Hein. Ce n'est pas forcément un signe de manque de qualité, hein, de cristalliser. Hein. Mais par exemple, celui-là, il a été liquide au départ et il y reste. Ouais. Alors, bon, là, c'est quelques conseils, mais ils ne sont pas, comment dirais-je, c'est pas radical, hein, quand même, ces conseils. Hein. Moi, ce que je dis, c'est que rien ne remplace une analyse certifiée. Hein. Moi, ça m'est venu, moi, avec cette activité d'apiculture. J'ai vu que c'était tout à fait possible. J'envoie un échantillon à l'issue de chaque récolte, hein, à un labo qui est extrêmement réputé dans le domaine, qui s'appelle CARI, hein, c'est des Belges. En plus, ça ne coûte pas si cher que ça, hein, de leur envoyer un échantillon. On pourrait croire que c'est tellement cher que personne ne peut se permettre de faire analyser son miel. Ben, je dis pas du tout, hein, ça reste tout à fait raisonnable. Et ça donne, au moins, ça accrédite le fait, vis-à-vis personnellement de mes clients, hein, de mes consommateurs, que on n'est plus dans le narratif là. On est dans la mesure certifiée, la mesure physique, avec des valeurs, hein, et un avis d'un labo qui est autorisé à le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il donne comme information, ce labo, dans son rapport d'essai? Alors, un élément assez essentiel pour sa conservation, c'est le taux d'humidité. Vous voyez, le nôtre, il était à 16,6%. Hein, il est vraiment très bien placé. Ensuite, vous avez l'indice de saccharase. Alors ça permet, en tout cas c'est l'indicateur pour ce labo-là, ça permet au labo de savoir si la production du miel s'est passée dans de bonnes conditions. À savoir que si, par exemple, vous avez chauffé le miel pour le déshydrater et l'amener à une humidité qui redevienne dans la norme, eh bien, l'indice de saccharase, il va quoi? Il va diminuer, je pense. Oui, c'est ça, il va passer en dessous de 10, vous voyez? Seuil conseillé, en dessous de 10. Vous voyez que là, l'indice de saccharase est à 15,9, hein, soit franchement plus au-dessus. Je crois que l'indice de saccharase, un bon indice de saccharase, ça permet de bien décomposer les sucres complexes, les disaccharides notamment. Voilà. La conductivité là, qui est donnée ensuite, là, la conductivité électrique, ça, bon, c'est presque plus indicatif. Ça permet au labo de savoir s'il y a dans l'échantillon du miel de Miela
ou du miel de fleurs. Peut-être je viendrai, on va dire, plutôt dans la séance tout à la fin, ce que c'est que du miel de miela. Mais ça, c'est plus qualitatif comme information. Alors, ensuite, ça tient sur 3 pages. Hein. Vous voyez, ce labo-là, il a une capacité à analyser la présence des pollens dans le miel. Alors, on voit là, alors il y a tout un tas d'essences là, et la première, là, Castanea à 80%, c'est celle-là. Hein, Castanea, c'est châtaignier. Il faut savoir que ce n'est pas très significatif. On pourrait se dire, ah ben il va avoir comme essence le goût du miel de châtaignier. En fait, le châtaignier, il est très productif au niveau du pollen. Hein, et puis ces anthères sont situées plutôt en dessous du pistil. Et en fait, les abeilles, elles prélèvent en grande quantité le pollen, mais très peu de nectar de châtaignier. Bon, donc c'est pas forcément... Alors, pas forcément déterminant là, pour, par exemple, ce miel-là. Vous voyez quand même que, j'y viendrai un peu plus tard, mais les goûteurs professionnels là, de chez Cary ont déterminé que l'essence essentielle de ce miel, c'est du tilleul. Alors là, on en trouve, vous voyez, du pollen isolé significatif, Tilia, hein, c'est du tilleul. Et puis le tilleul, c'est de la même famille que les malvacées. Vous voyez, c'est le 1, 2, 3, 4e. Voilà, donc c'est assez logique. On retrouve du pollen de l'origine nectarifère principale de ce miel. Mais sinon, il y a vous voyez, on voit du trifolium, c'est du trèfle, il y a de l'olivier, de la renoncule, enfin, bref, quantité d'essence. Alors, le paragraphe suivant, c'est la composition des sucres. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais du fructose et du glucose. Précisément dans ce miel-là, il y a 35% de fructose. Ça donne un rapport de 1,18 qui est pas mal élevé. Hein. Voilà, alors il est intéressant sur le plan du fructose. Typiquement, hein, par exemple, le miel de colza n'est pas très riche en fructose. Ça peut monter, là, ce ratio, jusqu'à 1,3. Hein. Alors, vous avez la composition de tous les sucres complexes là, supplémentaires. Bon, pas forcément passionnant, mais ça montre bien que quand on l'analyse, c'est pas seulement du miel, du sucre, du glucose industriel, quoi, le vrai miel. Il y a quantité de composants qui rentrent dedans. Alors là, on passe ensuite à la partie organoleptique, hein, c'est-à-dire qui fait appel au sens. Alors là, on nous dit que, pour moi, je trouve que c'est bien parce que je n'ai pas la capacité à dire ça. Personnellement, je n'arrive pas à reconnaître que c'est du tilleul. Et surtout que le goût du tilleul, en réalité, c'est un goût mentholé. Voilà. Alors eux, ils ont su le dire. Hein, je crois que ça apparaît... Ça apparaît, je ne le vois pas, mais bon. Ouais, 3e en partant du bas. Alors ça donne toutes les nuances, etc. Et enfin, il y a une dernière page synthétique. Alors là, ça vous dit un peu la synthèse organoleptique de ce miel. Et puis surtout, ça atteste, ça accrédite que c'en est du vrai. Voilà. Et qu'il y a 0 trafic, et il y a 0 défaut, 0 pollution, 0 intrant chimique, polluant, etc. Bruno? Oui. Là, on voit les résultats d'analyse. Est-ce que tu as une idée du nombre d'analyses qui est fait, d'actes d'analyse qui sont faits, le nombre de passages en machine ou des choses comme ça pour livrer ces résultats? Je ne sais pas si ma question est très claire. Peut-être qu'on le met dans une machine, puis une autre machine, puis une autre machine. C'est combien d'analyses différentes qui sont faites pour avoir ce type de résultat? Plus de l'ordre de 4 ou 5, hors dégustation par les experts, ou vraiment c'est des dizaines d'analyses pour arriver à un tel résultat? Alors, je crois qu'à chaque fois, je crois qu'ils mettent la méthode utilisée pour
pour faire ces examens. Alors là, vous voyez là, acétolyse selon adapté tout en haut, handbook, etc. Je ne saurais pas tellement te répondre là-dessus. Là, ici, le dosage des sucres, ça se fait par chromatographie en phase gazeuse. Enfin, déjà, c'est des machines différentes. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à... Oui, puis chacune mesure pas mal de choses, j'imagine, Voilà. mais il y a au moins acétolyse et chromatographie. La plus conductivité dégustation. électrique, je ne sais pas comment elle est mesurée. Enfin, bref, ça doit être une machine particulière pour Mesurée faire par conductivité à 30 degrés, je vois, c'est ça, 20 degrés. Indice de saccharose, il y a une autre mesure par spectrochromatographie. Non, spectrophotométrie. ça. Ouais. Je vois pas bien d'ici. Ok. Et on voit aussi que l'examen physico-chimique, il y a une méthode qui est indiquée. Donc on a au moins 5 méthodes hors dégustation. Oui. Ok. Ça donne une idée aussi du travail. Ils sont vraiment de haut niveau chez Cari en la matière. Hein. Pour information sur le chat, j'ai publié le lien vers la documentation à eux sur leur procédé justement d'évaluation. Ils l'ont documenté, donc voilà. Oui. Alors, là je change complètement de sujet. Hein. C'est un peu le lien avec l'électrolab. Voilà, j'avais idée de fabriquer, de concevoir et de fabriquer en fabrication 3D un dispositif pour capter le pollen. Alors, je vous le montre là, et puis je montrerai aussi après ici. Alors, c'est constitué là de ces deux bacs qui sont aérés là. Après, je vais les prendre, hop. Il y a plein d'ouvertures ici pour que le pollen récupéré là-dedans ne se mette pas à moisir parce qu'il est très humide. Donc il faut absolument l'aérer. On le récupère quotidiennement. On le trie parce qu'il peut y avoir des pattes d'abeilles, quelques petites choses qui traînent avec. Donc quotidiennement, on prend ce bac à pollen. Et il faut savoir, donc ça prive la ruche d'une ressource. Alors on ne met pas ça toute la saison, on le met quelques jours, et puis on l'enlève, ce qui fait que ça permet de retrouver du pollen à l'intérieur. Et puis c'est un moyen naturel, en fait, de réguler la production d'abeilles dans la ruche. Parce que s'il y a moins d'entrée, moins de ressources pour le couvain, eh bien la reine va comprendre qu'il faut qu'elle ralentisse son cycle de ponte. Et quand on arrive au mois de mai, avril-mai, où là ça produit très très fort et ça risque d'essaimer, c'est une façon de réduire ce problème. Alors ça c'est la première pièce. Ensuite, comme l'imprimante elle n'est pas géante, finalement ce tiroir je l'ai fait en 4 pièces. La pièce suivante, c'est finalement la glissière dans laquelle on va mettre... cette pièce-là, elle va se mettre sur le support de la ruche, comme ça, et puis ce tiroir-là, ici, il rentre là. Voilà. Et vous voyez que là, c'est une grille qui est calibrée pour laisser passer les grains de pollen, mais pas les abeilles. Ensuite, l'élément suivant, c'est... La grille, véritablement elle-même, la grille à pollen, c'est finalement une grille par laquelle les abeilles vont passer. C'est des trous calibrés qui vont délicatement leur détacher la pelote de pollen qu'elles ont engrangée dans la visite des fleurs là, et qu'elles ont au niveau de leurs pattes arrière. Alors elles serrent les pattes en passant et puis c'est un peu étroit et ça fait détacher le grain de pollen qui tombe sur la grille et qui tombe dans le bac. Et enfin, la dernière pièce, c'est finalement le toit pour fermer la section de passage qui vient par-dessus. Voilà. Alors je l'ai fait en plusieurs pièces parce qu'il faut régulièrement nettoyer tout ça pour que ça reste dans des conditions d'asepsie parfaites. Est-ce que tu veux bien qu'on
qu'on regarde ça, qu'on ait ça entre les mains pour Bien voir sûr. un peu. Ouais, j'arrive. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a parlé de dangers pour la filière apicole et les abeilles. On a parlé de sujets graves avec le faux miel. Alors, écoutez, pour terminer, avant la séance finale des questions, là, je vais vous laisser 2 minutes en compagnie d'un très bon humoriste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alexis Le Rossignol. Je crois que si j'étais pas humoriste, je vendrais du miel. Parce que le miel, j'ai remarqué, c'est quand même super facile à vendre, quoi. Vendre du miel, c'est mettre des pots de miel sur une table, attendre que les gens viennent, leur dire « vous voulez du miel ?» et ils disent « oui », tu leur vends du miel. Il n'y a pas de surprise. Le miel, ils savent ce que c'est, tu leur vends, ils en achètent. Et d'autant plus que le miel, personne s'y connaît vraiment. Tu mets 2 pots face à toi, tu dis il y en a un c'est toute fleur, l'autre c'est acacia, ils ne savent pas lequel est lequel, tu ne le sais pas non plus, ils l'achètent quand même, en étant persuadés qu'ils ont goûté le bon. Parce que personne n'a jamais mangé d'acacia. Et personne ne sait quel genre de fleur il y a dans le miel toute fleur. Tu leur dis, vous voulez goûter? Oui. Ils goûtent, il est bon. Ben. Parce que personne n'y connaît rien en miel. C'est super facile à vendre. Tu prends 2 tréteaux, une table, une nappe Vichy, t'attends. Tu peux leur dire qu'il est bio, même s'il ne l'est pas. Ils ne verront pas la différence. Il y a des gens en montagne, ils vendent du miel de montagne, ça se trouve c'est pas vrai. Les gens ils en achètent quand même. Et tu as assez peu de refus de vente. Pourquoi? Parce que le miel, c'est pas hors de prix. Jamais tu as quelqu'un qui a dit « Ah non, il est trop cher ». Le miel, c'est 7 €, 6,50, 7,50, parfois 8 €, mais c'est jamais 25 € le pot. Même le très bon miel, il est jamais hors de prix. Parce que tu n'achètes pas du miel tous les jours. De temps en temps, tu peux te faire plaisir. Tu peux dire, j'ai pris du miel d'acacia de montagne aujourd'hui, alors que c'est des toutes fleurs de plaine. Non bio, cultivé près d'une centrale nucléaire. Mais ça, personne ne le sait. Même celui qui le vend. Même peut-être les abeilles, elles ne distinguent pas l'acacia des fleurs quand elles butinent. Merci Bruno. On va ouvrir aux questions. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont d'autres questions que celles qui ont déjà été posées pendant la présentation? Ouais, ok. Oui, bonjour, bonsoir. J'ai des questions un peu mélangées, mais j'ai noté. Enfin, on disait que donc les faux bourdons étaient en soi ne faisaient que consommer le miel. Est-ce que je pensais un peu à l'histoire des fourmis, certaines fourmis qui ne sont pas du tout productives. Est-ce qu'il y a des abeilles femelles aussi qui ne font rien du tout dans la ruche, ou elles sont toutes actives? Ah non, de ce que je sais, moi, les abeilles ouvrières, les abeilles femelles, il n'y en a aucune qui soit inactive. Elles sont toutes programmées dans leur vie pour travailler et accomplir leurs 7 métiers. J'en profite au passage là, de cette question là, pour parler de ce caractère très particulier des abeilles, qui sont des insectes eusociaux. C'est un concept qui est apparu au XXe siècle, ce terme, et il y a 3 propriétés qui font que des insectes sont eusociaux. La première, c'est qu'il y a une division du travail dans la colonie, vraiment caractéristique des abeilles. La deuxième, c'est les adultes prennent soin du couvain. Et la troisième, c'est qu'il y a un recouvrement générationnel à l'intérieur de la colonie. Ce n'est pas quelque chose qui naît, puis ensuite, pouf, ça meurt à la fin de l'année. Il y a juste une reine qui va se planquer, un peu comme les
comment dirais-je, les frelons asiatiques, hein, eux, ils ne sont pas eusociaux. Voilà. Et c'est vraiment très particulier. Un autre exemple d'insecte eusocial, justement, c'est la fourmi. La fourmi est pareil. Question par rapport quand il y a plusieurs reines. Oui. Comment vous faites pour sauver garder les nouvelles reines au lieu qu'elles s'envolent Alors, on va dire, transitoirement, il peut y avoir plusieurs reines au même moment dans une ruche. Ça ne va pas durer longtemps, hein. La norme, c'est une seule reine dans la ruche. Alors, quand il y a un phénomène de type la reine en place est vieillissante, commence à plus beaucoup pondre, en fait, il y a un signal qui passe à l'intérieur de la colonie qui dit il faut la remplacer. Et à ce moment-là, les abeilles vont créer des cellules sur du couvain frais, hein, sur des œufs. Elles vont créer des cellules de reines. Alors, la reine vierge, plusieurs cellules d'ailleurs, hein, pour être sûr que ça marche. Des reines vierges naissent et à ce moment-là, à l'intérieur de la ruche, il y a plusieurs reines. Alors, elles vont plus ou moins se bagarrer entre elles. Donc il va y avoir des reines qui vont mourir. Éventuellement, elles vont aller faire leur vol nuptial, elles vont revenir. Et là, transitoirement, il va y avoir finalement 2 reines en capacité de faire 2 colonies. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un essaimage. Il y a quasiment la moitié de la population de la colonie qui va s'envoler. C'est avec la nouvelle reine, au passage. C'est toujours la nouvelle reine qui part lors d'un essaimage. Et l'ancienne reine reste là. Alors, si elle est vieillissante, hein, elle va finir par soit mourir naturellement, soit c'est les abeilles qui vont se charger de son extinction et attend de la remplacer par une nouvelle reine. Mais il peut y avoir qu'une seule reine. C'est vraiment un moment de transition, le moment où il y a plusieurs reines dans la même ruche. Est-ce qu'il y a une intervention humaine? On sélectionne les reines, on les met dans plusieurs différentes ruches, en attendant qu'elles récupèrent des ouvrières. Alors, ça c'est tout le travail du bon apiculteur, de bien suivre ce qui se passe, surtout quand on est en ville, pour éviter l'essaimage, hein, et qui consiste finalement à prévenir ce moment de l'essaimage, et de regarder lors des visites des ruches, hein, quand il commence à y avoir de la surpopulation et quand il commence à y avoir de la présence de cellules de reines. La pratique, hein, qu'on a, c'est que parce que les abeilles, elles ne sont pas sûres que ça va marcher avec tout. Donc, elles créent plusieurs cellules, je ne sais pas, jusqu'à peut-être une dizaine à un moment donné, une dizaine de cellules royales. Donc, l'apiculteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par en éliminer, c'est-à-dire qu'il crève la petite sortie. Alors, ça tue la larve pour n'en garder que, on va dire, 2 ou 3. Pour réduire déjà le nombre de possibilités. Et puis ce qu'il va faire, l'apiculteur, c'est qu'il va prendre une ruche de petite taille et il va avoir tendance à basculer, à prendre des rayons justement sur lesquels il y a ces futures reines pour les séparer, finalement pour anticiper l'essaimage, pour le piloter, plutôt que ils ne partent dans la nature, là, en pleine ville. Et puis surtout que c'est la fin de l'expérience, hein, des abeilles domestiques. Elles ont très peu de chances de pouvoir survivre très longtemps. Donc il vaut mieux, au contraire, piloter l'essaimage de cette façon-là. Ça arrive d'avoir des abeilles sauvages
qui arrivent sur une nouvelle ruche pour se développer. Alors, les abeilles sauvages, ça existe, mais elles ne sont pas eusociales. Elles vivent plus ou moins parallèlement. Alors, il y a différents stades, mais c'est très très différent de l'abeille domestique. Et donc, elles ne se côtoient absolument pas. Mais en effet, il y a des abeilles sauvages. Je relais des remarques de Léo Toff et Batman Carmine qui soit t'adorent dans le chat, soit disent que tu expliques trop bien, c'est bon à prendre. On a une troisième personne aussi qui estime que tu es au top, Bruno Kumigata. Et je réponds aussi pour l'enregistrement et pour les personnes présentes, la conférence sera bien disponible sur YouTube dans les prochaines semaines ou quand on pourra le faire. Donc on pourra te retrouver sur YouTube. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, à propos de l'analyse qui a été faite en Belgique, c'est quoi l'ordre de grandeur de l'analyse? Je ne demande pas du tout ça pour quelqu'un de ma famille, par exemple. L'ordre de grandeur du coût? De l'analyse, oui. Alors, je ne l'ai pas vraiment très précisément en tête, hein, mais c'est dans la gamme des 80 €. Ah, d'accord, ok. C'est rassurant. Bon, c'est un coût, hein, c'est pas insurmontable. Mais je trouve que ça vaut tout le reste, quoi. Sur un échantillon de quelle taille ? Alors, il faut envoyer un échantillon aux alentours des 150 grammes. 5 kilos. J'ai une autre question. Le filtre là que tu as présenté, donc c'est un filtre qui se pose sur quel type de ruche? Ah. Alors, moi, je l'ai adapté déjà à des supports de ruches que j'ai fabriqués moi-même. Alors, l'intérêt de mes supports, c'est qu'il y a comme une rainure là sur la façade avant. Et je m'en sers déjà pour accrocher on va dire la grille horizontale. Ensuite, c'est adapté à des ruches qui sont les plus populaires, hein. Je crois que ça s'appelle les ruches d'Adam. Okay, voilà. Des ruches d'Adam à 10 cadres. Ok. Je crois qu'on arrive au terme des questions. Ah, d'accord. J'ai une question à propos on parlait de l'eau qui doit être à moins de 20%. Alors, moi, je connais quelqu'un qui fait qui fait du miel. Et j'ai une question. Est-ce que, avec le processus de maturation, est-ce que c'est pas celui qui fait justement baisser ce taux d'eau dans le miel, ou est-ce que je mélange les pinceaux? J'ai pas écouté proprement. Alors, pour moi, ce qu'on appelle la maturation, hein, lors de la récolte du miel, c'est simplement de patienter. Enfin, on récupère le miel dans un bac. Et puis, quand on a essoré entièrement là, les rayons, en fait, on va attendre 2 jours jusqu'à plus 2 ou 3 jours. Ça peut être une semaine même. Et qu'est-ce qui va se passer pendant cette phase-là? Toutes les petites, j'allais dire, les petits corps étrangers qui peuvent être venus avec l'extraction du miel vont remonter à la surface. Et puis ça va faire comme une couche. On a de la chance, hein, tout remonte tout doucement à la surface et puis se concentre. Et il suffit vraiment de venir chercher cette pellicule. Et c'est comme si on avait filtré naturellement le miel. Pour moi, c'est ça la maturation. Mais ce n'est pas quelque chose qui va déshydrater un miel. J'ai une dernière question. À propos de l'analyse, est-ce qu'elle permet de détecter la présence de pesticides dans le miel ou pas? Moi, je n'ai pas été confronté à ça. Je pense que... Alors, comment il ferait pour le retrouver, ça j'avoue que je ne saurais pas répondre. Ou les plus répandus Oui, c'est une bonne question. Alors, je vais dire
la vérité, hein, je ne le sais pas. Je crois qu'il n'est pas tellement possible en fait de faire du miel avec des pesticides parce qu'en fait très rapidement, avant d'en accumuler même à l'intérieur de la ruche, tout le monde va mourir. Alors ensuite, simplement un niveau de pollution par des intrants là, de type néonicotinoïdes, j'ai pas la réponse. Okay. J'ai une dernière question. La domestication des abeilles, elle s'est faite quand, à peu près? C'est au Mésolithique, Néolithique, c'est ça, hein? Je crois que j'avais regardé. C'est très ancien. Et l'Égypte antique, je sais qu'au niveau des Égyptiens, on a retrouvé des traces de production de miel. Déjà, c'était vraiment un insecte domestique. Hein. D'accord. Et j'avais juste une information à transmettre, c'est qu'il y a une production d'1,6 million de tonnes de miel par an. Dans le monde? Dans le monde, pour 81 millions de ruches. Ouais, un chiffre comme ça. Bon. Merci beaucoup. Merci.